Le Sud, c'est un drôle de terme à la mode. Avant, on disait les pays sous-développés, ou bien quand on était poli, le tiers-monde. En gros, ça voulait dire les coins de la planète où quand on est riche et bien portant, on va passer des vacances, mais où on n'habiterait à aucun prix parce que les gens là-bas, dans leur paradis tropical, eh bien ils sont pauvres et malades, les pauvres. Le Sud, c'est grand, beaucoup plus que la moitié de la planète. Le Sud, c'est beau, souvent. Mais les meilleurs d'entre nous dans le Nord, je veux dire ceux qui se posent des questions sur leur prochain, trouvent aussi que c'est triste. Ils ont des remords, surtout quand ils pensent à toutes ces affreuses maladies des pays chauds, dont ils se croient, à tort ou à raison, protégés. Nous avions des remords, ou bien des préoccupations, partagées par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, organisme public français chargé de la coopération scientifique avec les pays du Sud. Car le Nord veut faire quelque chose pour le Sud, et pas seulement aller puiser dans la biodiversité dont ils sont riches, là-bas, afin d'y élaborer des remèdes, ici, au seul usage des riches. Mais voilà, sait-il s'y prendre le Nord pour aider le Sud? Il faut aller y voir. Et c'est comme ça que nous partons vers le Sud compliqué avec nos idées simples. Bolivie, pays rêvé du tourisme de haute montagne. Glacier à couper le souffle, herbes folles, lamas dédaigneux. Et puis, La Paz, superbe ville en amphithéâtre, située entre 3 et 4 000 mètres d'altitude, où les riches occupent les fonds, tandis que les pauvres s'accrochent en haut, sur leurs pentes transformées en toboggan à la moindre pluie. Mais cette Bolivie des Andes n'occupe que 23% du territoire, et le reste, tout le reste du pays, 4 000 mètres en dessous, ne ressemble en rien à ces terres arides et nues. Pour rejoindre l'autre Bolivie, l'amazonienne, nous nous embarquons sur la route de la mort, la terrible Carretera de la Muerte, bordée des tombes de ceux qui ont dégringolé 1000 mètres plus bas. En descendant, nous prenons le chemin de ceux qu'on appelle les colons. Poussés par la pauvreté, ils ont massivement quitté leur haut plateau désolé mais salubre et tentent d'exploiter en bas les 25 hectares que l'État alloue à chaque chef de famille. Mais les colons ne sont pas immunisés contre les parasites que les Indiens du bas, les Chimanes, combattent depuis des siècles avec les moyens du bord. Les Chimanes, nomades à l'origine, ont toujours pratiqué la culture sur brûlis. Mais aujourd'hui, pour créer du pâturage, on dévaste la forêt et les Chimanes, sédentarisés, perdent leur savoir ancestral. Alors les maladies parasitaires explosent, dont la leishmaniose. Alors les leishmanioses sont en fait un complexe d'infections parasitaires dû à un parasite, un protozoaire flagellé que l'on appelle la leishmanie. Ce parasite en fait est transmis par la piqûre d'un insecte vecteur. C'est un petit moucheron de très petite taille puisqu'il fait 2 à 4 mm que l'on appelle le phlébotome. Les leishmanioses menacent la santé de 350 millions de personnes dans le monde et ceci dans 95 pays répartis sur 4 des 5 continents. La leishmaniose est d'abord cutanée. Elle produit des ulcères perforants qui guérissent mal. Mais elle récidive souvent, parfois 20 ans, 30 ans après, sous une forme muqueuse, et l'on comprend pourquoi on l'a nommée alors lèpre blanche. Sous sa forme viscérale, elle tue. C'est ici, sur les terres infestées de la mission d'El Martirio, qu'une communauté villageoise de Chimanes sédentarisés, coupés des pratiques médicales de leurs ancêtres, espèrent en vain les secours de la médecine occidentale et en attendant combattent leur maladie avec n'importe quoi. Nous sommes guidés par le père Christian Frézard, missionnaire en poste en Amazonie depuis 20 ans. Christian fait aux villageois un beau sermon où l'enseignement de l'évangile et l'approche sociale de la maladie ne font qu'un. Nous pouvons nous aider mutuellement. Ça se peut. Il faut y aller. Il faut commencer. On est venu avec des amis, et puis on a vu que les petits-enfants ont les yeux à demi fermés. Qu'est-ce qu'ils ont comme maladie?
Hein? Il faut trouver de la pommade. Il faut se bouger un petit peu. Et l'ivrogne va dire « J'ai pas de pognon !» Voilà ce qu'il va dire. Mais pour avoir de la chicha, pour de l'alcool, pour de la bière, ça, j'ai de l'argent. Mais pour le médicament, pour aider sa femme, hein? Ah non, oh là 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 là, j'en ai pas. Bon, maintenant Santiago va nous dire, à propos de tous ceux qui sont venus ici, s'ils ont eu la leishmaniose, s'ils se sont guéris, s'ils suivent un traitement. Je me suis soigné avec le feu. Avec le feu? Tu t'es brûlé? Avec une braise sur la jambe? Et maintenant tu ne ressens plus rien? Ah, il faudrait quand même te soigner avec un médicament maintenant. Et il ne faut pas tarder. Et comment vous êtes-vous soigné? Avec des feuilles de tabac. Un médicament moderne du Nord, très bien. Mais il n'y a que le glucantime, un dérivé de l'antimoine, efficace surtout s'il est injecté très régulièrement pendant 1 mois, et en principe sous surveillance médicale car il est hautement toxique, entraînant des troubles rénaux, hépatiques, cardiaques. Or, comment hospitaliser dans la jungle? Même Pedro, l'instituteur du village, n'en sait rien. Christian n'ignore pas que le traitement par le glucantime est toxique, qu'il nécessiterait une hospitalisation, mais il est confronté à l'urgence. Allons voir Jacobo Nate, l'infirmier local, qui nous raconte comment soigner une femme enceinte avec des méthodes éprouvées, puisque le glucantime lui est interdit. Si la plaie, l'ulcère, se trouve sur le bras, alors on lui dit qu'il faut qu'elle applique de la glace sur cet ulcère. Et en 15 jours, l'ulcère a été fermé. C'était une femme enceinte et c'est notre méthode pour aider les femmes enceintes qui se demandent vraiment comment elles peuvent guérir. Sur les terres des colons, éleveurs de bétail ou ganaderos, les chimanes, devenus vachers, sont encore plus démunis qu'en forêt. Nous nous trouvons dans la communauté de Yacumita. Et nous avons 2 malades là qui ont la leishmaniose. Comment tu t'appelles? Felipe. Tu vis là? Oui. Depuis combien de temps tu as ça? 3 mois. 3 mois. Tu peux nous montrer ta blessure? Quel traitement est-ce que tu suis? Rien du tout. Et qu'est-ce que tu mets là-dessus? Rien du tout. Tu peux enlever pour montrer ta blessure? Allez, montre ta blessure au père. Felipe ne la montrera pas. Il est bien trop pudique. Et pourquoi tu ne vas pas à Palma? Il faut que tu ailles au centre qui est là-bas. Et non, ils ne veulent pas avoir d'injection. Ils ont peur. Ils ont peur de l'injection. Allez, allez, on y va, on va à Palma. Christian a donc forcé, gentiment mais fermement, les 2 frères à l'accompagner à l'hôpital de campagne tenu par une ONG, venue pour 2 ans, et dont il craint qu'elle ne songe déjà à plier bagages. Vous avez vu un grand gaillard comme ça? Il a peur d'une piqûre. Hein? Alors il faut tout de suite lui dire, écoute, bon, tu vas avoir cette maladie qui va te monter au nez, qui va te monter aux oreilles, au palais, et puis tu l'auras pendant 30-40 ans de ta vie. Ou bien en 20 jours, on te la soigne. Hein? Et puis ici, ils font des demandes pour 50 boliviens. Or toi, qu'est-ce que ça te coûte de faire 5 kilomètres? Il en fait des centaines dans le monde pour aller chasser et tout ça. Mais il faut maintenant qu'on essaye de le décider, hein, pour que lui, il paye ses 50 boliviens et puis qu'il vienne chaque matin pendant 3 semaines. Ça n'est pas si simple. 50 boliviens, c'est un peu plus de 7 $. Et Yucumo n'est qu'un campement d'ouvriers agricoles et de bûcherons sans le sou. Pourtant, 7 $ ne sont bien sûr qu'un forfait calculé au plus juste. Le médicament en lui-même est bien plus cher. Chaque année, c'est des dizaines de milliers d'ampoules, hein, qui coûtent 2,5 $.
C'est toutes les Caritas européennes, c'est le Secours catholique, mais ce sont des institutions qui fatiguent, puisque voilà, presque 20 ans, qu'on leur frappe à la porte toutes les années pour qu'on puisse avoir ce médicament. Il faut aller à La Paz pour discuter avec la douane, car ils nous font payer. Moi, des fois, je dois me bagarrer avec ces gens de la douane qui se remplissent les poches avec des médicaments qui ne sont pas pour nous, qui sont pour les plus pauvres. Nous sommes un peu fatigués de toujours demander au gouvernement, à l'État, au ministère. Ils nous disent non, l'argent que nous avons pour la lutte contre la leishmaniose, c'est pour payer nos secrétaires, notre bureau, ce que nous dépensons, nos dépenses du ministère, et c'est tout. Et nous ne voyons jamais rien arriver. Alors, bien sûr que dans le diocèse où nous sommes, nous essayons de faire tout ce qu'on peut, mais des fois, il se passe des mois que nous n'ayons pas le médicament, la glucanthimée. Alors, bien sûr, ça se multiplie, les besoins et les malades. Alors, soigner les pauvres avec des médicaments de grosses firmes du Nord n'est peut-être pas une solution adaptée au Sud. Il existe encore des Chimanes instruits dans la tradition. Javier est de ceux-là. Avec lui, nous descendons le fleuve lent, à la recherche de la plante miracle de ses ancêtres, l'Evanta en dialecte local, la Gallipea longiflora des savants. Il va nous falloir traverser un bout de forêt, torride, retrouver le sentier parcouru voici presque 20 ans par le chercheur IRD Alain Fournet, remettre nos pas dans ceux des découvreurs. C'est déjà Christian qui, familier des Chimanes, avait mis Fournet en rapport avec eux. Et comme Fournet est non seulement un bon scientifique, mais encore un baroudeur, il a foncé. Bon, Javier, ça fait une demi-heure qu'on marche, depuis la mission, et on arrive ici, dans cet endroit. Ah, oui, voilà la plante. On l'utilise pour la leishmaniose. Mais et pourquoi encore? Eh bien d'abord, pour les morsures de vipères. Je suis allé à Fatima et je travaille avec les Chimanes, et les Chimanes m'ont montré cette plante que j'ai récoltée. Ensuite, la plante a été ramenée au laboratoire à La Paz. On a fait les premiers tests biologiques de criblage et on a trouvé qu'il y avait une activité anti-leishmanienne. Dans une maison chimane connue de Javier, on prépare pour nous l'écorce de l'Evanta. Ça, c'est là l'écorce de l'Evanta qu'on a prise dans la montagne pour guérir Roberto qui a des plaies aux pieds. Nous prenons ça, nous le faisons chauffer et on le place sur le pied. Et nous, là, la guérison se produit de nuit jusqu'au lendemain matin. Avec ça, on enlève le pansement le matin et le pied est tout à fait blanc. C'est guéri. Ça, c'est le procédé traditionnel. La procédure scientifique consiste, elle, à tirer par synthèse chimique des molécules 100 fois plus actives de l'Evanta. Comme ce sont des molécules très simples, pour les chimistes, on a tout de suite pensé à la synthèse chimique pour produire des très grosses quantités de molécules qui, après, vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'investigation, pharmacologique, toxicologique, et si jamais ça passe toutes ces barrières, après, vous passez en phase de clinique 1. À partir de la plante elle-même, en particulier à partir des feuilles, moi je pense que j'avais trouvé le moyen de fabriquer un vrai médicament, c'est-à-dire un médicament avec des procédés très simples, qui coûtaient pas cher. On avait chiffré avec une industrie pharmaceutique bolivienne qu'on faisait un traitement pour $25. 25 $? Au lieu des 150 représentant le coût réel du traitement par le glucantime, tout le monde a dû se précipiter sur cette découverte. Cette découverte qui pourrait sauver d'une maladie aux conséquences parfois fatales et toujours très douloureuses, les Chimanes, mais aussi ces ouvriers qui partent travailler en bras de chemise, alors que le moucheron porteur du parasite, le bichito, attaque dès 5 heures du soir. Eh bien non,
Le fleuve rouge coule sempiternellement. Le temps passe. Et ces mariniers qui ont fait des centaines de kilomètres sur leurs radeaux chargés de palmiers tressés, destinés à couvrir les maisons des plus pauvres, déchargent leur gagne-pain sans se protéger en rien, eux non plus, sans savoir et sans espoir. Pourquoi donc l'expérimentation des molécules sur l'animal, positive, n'a-t-elle débouché sur aucun essai sur l'homme? Avec le recul, je dirais qu'il y a une spécificité un peu... c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais bolivienne. Parce que dans les pays voisins, ça se passe pas comme ça. Il ne faut pas aller très loin. Nous avons été sollicités par d'autres pays voisins où il y a la leishmaniose. Moi, j'ai travaillé 4 ans au Paraguay et je vous assure que la situation sanitaire du Paraguay n'a rien à envier avec la situation sanitaire de la Bolivie. Mais j'ai toujours donné la priorité aux Boliviens. Et en fait, parce que j'ai eu pas mal d'appels du pied, je connais même de gens qui sont, je veux dire, disposés de produire le médicament au Brésil. Alors c'est la faute au sud? L'affaire semble bien embrouillée. L'IRD découvre une plante, synthétise une molécule, puis en concède le brevet à la Bolivie, lui réservant les retombées financières du médicament, à condition qu'elle le produise. Et rien ne se passe. Avant notre enquête sur place, nous avions essayé de comprendre ce paradoxe au siège de l'IRD à Paris. Les industriels de ces secteurs, s'ils veulent utiliser ces molécules, seront obligés de nous demander une licence et donc de nous verser des redevances que nous repartagerons avec les populations locales. Par contre, le fait d'être propriétaire d'un brevet nous permet d'en donner des licences gratuites à qui le demande. Les chimanines ont été découvertes à partir d'une plante bolivienne grâce aux chimanes, et donc c'était eux qui devaient être les premiers destinataires de ça. Depuis la Convention de Rio, on a permis aux États de s'approprier, on a privatisé la biodiversité au profit des États. Les États doivent mettre en place les juridictions nécessaires pour protéger leur biodiversité. Elles doivent également faire bénéficier les ethnies qui gèrent cette biodiversité ou qui occupent leur état des retours financiers qu'éventuellement ils pourraient avoir. La Bolivie peut donc indemniser les Chimanes, premiers découvreurs. Et un organisme semble exister exprès pour ça. C'est, reliquat d'une période faste d'exploitation des bois précieux, le Grand Conseil Chimane. Nous y serons accueillis dans un beau bureau air conditionné par Jorge Agnès, ministre aux fonctions imprécises, qui n'est apparemment au courant de rien. Vous savez que le ministère peut exploiter librement les molécules. Non, pas du tout. Nous n'avons aucune connaissance du fait que le ministère ait l'autorisation. Si le gouvernement donne l'autorisation, comme nous sommes dans un état de droit, dans un pays démocratique, où le gouvernement doit consulter le peuple pour n'importe quelle décision, alors il vaudrait mieux qu'il y ait un accord avec le gouvernement et la France. Accord des Chimanes avec le gouvernement bolivien? Ce n'est pas l'affaire du Nord, n'est-ce pas? Accord scientifique entre Bolivie et France? Mais il existe déjà depuis presque 2 ans. Poursuivons donc l'enquête à La Paz, où chercheurs et administrateurs vont sûrement se liguer pour nous donner la clé du mystère. Loin de l'Amazonie, combien La Paz nous semble moderne et cossue, hollywoodienne presque. Certains bâtiments, apparemment utiles, tels la faculté de chimie, y sont néanmoins dans un état d'inachèvement ou d'abandon assez poignant. C'est là que nous avons rendez-vous avec Alcira Angelo, l'une des 2 chercheuses boliviennes partie prenante du brevet déposé par Alain Fournet, et soutenu par l'IRD. Oui, l'idée de tout le groupe, c'est que ce médicament se développe ici avec l'industrie nationale pour les malades d'ici. Mais les gens qui s'occupent du brevet, qui sont partenaires, ne se sont pas mis d'accord. Victoria Muñoz, docteur en parasitologie et autre co-signataire bolivienne du brevet portant sur les molécules de synthèse isolées par Fournet,
a souhaité ne pas s'exprimer sur son lieu de travail. Nous l'interviewons donc dans le jardin botanique de La Paz. Le ministère de Prévision sociale et de Santé publique doit donner le feu vert pour la phase clinique chez les malades. Non, j'ai discuté avec les gens du ministère de la Santé et rien n'a été fait. Et tout est sur papier seulement. Le seul personnage vraiment officiel de cette enquête, le docteur Molinedo, s'exprime au nom du fameux ministère de la Santé, mis en cause à plusieurs reprises. Il le fait volontiers, mais avec, nous semble-t-il, un peu d'embarras. Il faut appuyer seulement. La seule chose que nous puissions faire, c'est appuyer. Et cet appui, nous pensons que les organismes internationaux peuvent aussi le donner financièrement. En Bolivie, il y a la décentralisation aussi. Et chaque province veut faire ce qu'elle souhaite elle-même. En ma qualité de chef du laboratoire national de la santé, ce que je peux faire, c'est appuyer techniquement et scientifiquement. Appuyer et non pas faire, c'est donc si difficile? C'est une molécule simple, facile à synthétiser. Ça nous permettrait d'éviter peut-être... Non, je préfère ne rien dire contre le projet gouvernemental et de développement. Je dirais seulement, c'est une molécule simple parce qu'elle n'est pas complexe. Pourquoi tant de lenteur à concrétiser un projet simple? Mais veut-on réellement de ce projet? Nous allons le demander au professeur Alberto Jiménez, directeur du laboratoire de recherche de pharmacie et de biochimie. Très sceptique sur la possibilité matérielle de développer un médicament à partir d'une synthèse purement chimique, il propose de créer à la place un simple mélange d'extraits bruts de l'Evanta. Je crois que le travail avec l'IRD est un travail de coopération. Et il faut apprendre à écouter les deux côtés du parti. La proposition d'Alain Fournet, elle est bien, elle est respectable, et il veut faire de la synthèse. Mais il s'est passé 10 ans, et l'appui pour travailler là-dessus manque toujours. C'est pourquoi, moi je crois que sa position est respectable, mais il pourrait comprendre qu'il y a une alternative différente de la sienne, et différente de la synthèse. La plante a beaucoup de possibilités du côté de ses alcaloïdes. Et elle peut être un excellent point de départ pour un médicament. Et c'est pourquoi je crois qu'il est très important d'arriver à proposer l'étude de la plante elle-même. Donc, pour la plante, il y aurait cet appui dont tout le monde parle et qui semble tant manquer, admettons. Mais Alberto Jiménez nous a bel et bien ramenés à l'herboristerie, à la cueillette et à Yucumo, où la situation sanitaire n'a apparemment que bien peu de chances d'évoluer dans le bon sens. Alors, l'enquête est finie? Qui est responsable? Le Nord, trop arrogant ou maladroit? Le Sud, trop susceptible et d'un nationalisme mal placé? La pauvreté endémique d'un pays pourtant riche en ressources et en hommes? Gardons-nous de juger. Tout le monde est responsable un peu de ce qu'un des protagonistes de l'affaire appelle joliment le formidable échec d'un succès scientifique. La statue du Chiman inconnu se dresse, solitaire, aux confins de San Borja. Avant de clore le dossier, ajoutons-y toutefois un post-scriptum justifié par la situation nouvelle et catastrophique ici, en France, et qui concerne d'abord les chiens. Dans le midi de la France, les chiens attrapent la leishmaniose et ils en meurent. Des élevages entiers sont décimés. Plus gravement, de nombreux cas de leishmaniose viscérale apparaissent, ici ou là, en Europe. Enfin, la co-infection des malades du sida par une leishmaniose dite opportuniste est souvent fatale. La France n'est pas épargnée par cette maladie, puisque elle sévit essentiellement dans les zones rurales de la région Languedoc-Roussillon, mais aussi dans la région Provence-Côte d'Azur.
C'est une situation très préoccupante, puisque les vétérinaires sont d'ailleurs en première ligne, puisqu'ils sont vraiment confrontés à cette maladie. Et je crois qu'ils sont tous en attente, en fait, d'une méthode de prévention, et notamment d'un vaccin. Un médicament vétérinaire trouvera aisément son marché. Ironie du sort. Ce marché ouvrira sans doute, et c'est tant mieux, l'autre marché, celui des hommes, un peu oublié jusqu'ici. Si on parle d'un pays du Nord, l'exemple type, c'est quand même les États-Unis. 9000 sérums testés dans 21 États et 21 États positifs, où on retrouve des chiens leishmaniens. Donc je veux dire, en termes de solvabilité, je crois que c'est quand même le plus bel exemple, parce que les Américains se motiveront d'autant plus que l'épiso aussi a l'air de se développer dans leur pays. Mais il est certain qu'un vaccin qui peut être développé, qui serait efficace chez le chien, serait immédiatement testé chez l'homme, puisqu'il s'agit de la même maladie. Chien du Nord, vous êtes solvable en effet à travers vos maîtres. Chien du Nord, vous contribuerez sans doute à ce qu'une maladie orpheline ne le soit plus. Et grâce à vous, un enfant de l'Amazonie sera préservé de la forme muqueuse et défigurante de la leishmaniose que son père craint tant pour lui. Tout est affaire de décor, dit le poète. Eh bien, changeons de décor, de continent, de contexte. Presque aux antipodes, un peu au-dessus du tropique du Capricorne, s'étend la langoureuse, la paresseuse Nouvelle-Calédonie. Nouméa, sa capitale, est un joyau, un petit Nice du Pacifique, où tout semble avoir été fait pour l'enchantement des amateurs de mer. Plus de la moitié des 200 000 habitants de l'ensemble calédonien vivent ici, et s'en trouvent plutôt bien. Ici, en effet, le bien-être, du moins apparent, est palpable, et il n'y a pas d'insoluble problème de santé. La Calédonie dispose d'un réseau médicalisé relativement important, et même en brousse et dans les îles, il existe des dispensaires relativement bien équipés, que nous enverraient certains médecins de métropole sans aucun problème, avec des thérapeutiques et des médicaments de dernière génération. La médecine du Nord, française en l'occurrence, est donc ici comme ailleurs plutôt performante. Mais jusque dans les squats de la banlieue de Nouméa, ville du nickel, subsiste une autre médecine, pratiquée par les guérisseurs traditionnels. Et celle-là se heurte sur plus d'un point au savoir du XXIe siècle. Il y a des médecines basées sur l'usage de certaines plantes dont l'efficacité peut être reconnue. Et puis en même temps, les médecins peuvent avoir à constater certains effets entre guillemets néfastes d'une médecine traditionnelle, dans le sens où quand des gens, et en particulier des enfants, traînent à venir consulter au dispensaire parce qu'ils sont passés avant voir le guérisseur, eh bien ce retard à la consultation peut, dans le cadre de certaines pathologies, être fatal. Cette médecine secrète des tribus, exclusivement masculine, peut susciter les réserves du médecin du Nord. L'ethnobotaniste, lui, demeure émerveillé par l'incroyable biodiversité calédonienne, puisque 90% de la flore locale ne pousse qu'ici, ce qui donne l'espoir d'y trouver nombre de remèdes qui nous manquent encore. Nous essayons de faire des présélections au travers de toute la biodiversité, uniquement la biodiversité utilisée, et par exemple la biodiversité utilisée contre l'asthme, contre les maladies infectieuses, de manière à augmenter les chances de réussite ensuite pour découvrir plus facilement des principes actifs. Ces principes actifs, la médecine kanak les connaît depuis toujours. Contrairement aux hommes, certaines guérisseuses, qui ne s'occupent que des petites maladies, en particulier celles du nourrisson et de l'enfant, ont accepté de nous en parler librement. Mais il nous faut aller les interroger dans leur fief, celui de la tribu de Grand Borindi, située sur la côte est, près de Thio. Leurs connaissances séculaires paraissent dépassées. La science moderne les étouffe. Mais ne peut-on concilier les cultures, trouver entre elles un équilibre utile pour l'avenir? Sans le chimiste kanak Édouard Naouia, nous n'aurions pu d'ailleurs accéder à ce savoir des femmes. La richesse de ces territoires est enviée par beaucoup de firmes industrielles, pharmaceutiques ou cosmétiques ou autres. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de définir un cadre juridique de la recherche ici en Nouvelle-Calédonie. D'autre part, il faut également qu'il y ait un respect des savoirs du peuple de ces territoires.
Même la cueillette n'est donc pas ici un acte anodin. C'est un sujet hautement sensible pour les Kanaks nés sur une terre et viscéralement rattachés à elle. En compagnie d'Édouard Naouia et de Pierre Cabalion, chercheurs IRD, nous commençons par herboriser le long de la rivière Kongui. Le terrain est riche en plantes de toutes sortes, mais détrempé en bordure de mangroves. Une fois la récolte achevée, la leçon donnée par le sud au nord peut commencer sur place. Avec tout ça là? Avec tout ça, tous les crachats. Il faut bien écraser pour qu'elle mette sur la plaie, puis après elle se referme. Ça remplace les... Comment on appelle là, qui mettent là pour refermer la plaie? Les agrafes. Les agrafes. Et quand on s'est piqué aussi avec la rascasse, passer à la flamme, puis tu casses, même bien brûlé chaud, hein. Tu casses ça là, et vas-y, plouf, dans la plaie, hein. Mais même si on a envie de chier, ou je sais pas moi, excusez-moi le terme, mais c'est ça, hein. Bien chaud, hein, pour qu'elle tue le venin qui est rentré là-dedans. Là. Que c'est le plus chaud possible. Voilà. Alors les protéines, elles changent de forme à une certaine température. C'est pour ça que quand on arrive au-dessus de 42 degrés, les protéines du cerveau, de notre cerveau coagulent et on meurt. Eh ben oui, c'est beau. C'est le même système. C'est le même système. C'est beau de savoir tout ça. L'échange a donc eu lieu dans les deux sens entre Pierre et Georgette Noquet. D'autres dames guérisseuses aident Pierre à mettre de l'ordre dans ses connaissances. L'une des difficultés majeures de la recherche scientifique sur la pharmacopée traditionnelle est d'ordre linguistique. Il y a 34 langues mélanésiennes parlées en Nouvelle-Calédonie. Certaines, comme le Haragure, n'ont plus que quelques locuteurs, ce dont se moque la malicieuse Apollonie. Les désinfectants. Oui, voilà, c'est voilà. C'est chambral. Ça, c'est Ranadjouza, là, qui est marqué. Quant à Marinette Hundo, qui est d'une tribu de la mer, elle n'intervient, mais avec quelle autorité, que lorsqu'une plante vient du domaine maritime. C'est le sapin de Cambouis, on l'appelle Nier. Il y a d'autres noms aussi pour ça? Au bord de la rivière, le mari de Georgette et Micheline, une parente, complète le panneau de démonstration des plantes utiles. Juste à temps, car il se met bientôt à pleuvoir à seaux. 2 mètres d'eau tombent annuellement sur cette côte sous le vent. Mais les totems veillent sur la tribu. Dans la case du grand chef, Georgette entame sa performance. Toutes ces petites plantes ont un rôle à jouer dans le bain du bébé. Ici, vous avez une petite tige, du moins. Quand on souffle dessus, sert à souffler dans les oreilles. Georgette Noquet n'a jamais parlé devant une caméra. Mais c'est une conteuse et une guérisseuse reconnue et elle croit à la transmission du savoir. Toutes ces plantes, quand on les aime bien, ce sont des plantes vivantes. Quand on s'en sert bien, quand on les respecte et quand on les prend pour s'en servir là où qu'il faut, elles nous donnent ce qu'eux ils ont pour nous aussi. Toutes très différentes de forme, de texture, de couleur, les plantes calédoniennes recèlent des richesses insoupçonnées. Mais leur usage se perd peu à peu, puisqu'aujourd'hui, par exemple, le bain du bébé n'a plus lieu d'être, les femmes accouchant au dispensaire le plus proche. Actuellement, je pense que les gens qui possèdent ces savoirs traditionnels pensent qu'ils sont condamnés, plus ou moins, et que probablement ils passeront aux profits et pertes d'un développement qui pourrait être différent. On pourrait imaginer justement dépasser le stade du folklorique pour dire que ces connaissances d'abord sont un patrimoine utile, non seulement dans le domaine des plantes médicinales, mais des plantes comestibles, des plantes tinctoriales, tant qu'il n'y a pas que le nickel. C'est donc peut-être la recherche du Nord la plus pointue qui sauvera cette tradition culturelle. Pour le moment, herborisation et cueillette aboutissent au splendide herbier du Pacifique que gère l'IRD. Mais pour que ce précieux savoir accumulé serve vraiment sur place, il faut d'urgence former des chercheurs kanaks. Un seul médecin kanak exerçant sur le territoire et à Nouméa, c'est trop peu. Et le vice-président de l'Université de la Calédonie, Édouard Naouia, montre la voie de l'espoir. L'insularité, c'est bien, mais il y a autre chose. Je voudrais qu'à un moment,
un moment, les jeunes de ces territoires puissent partir. Partir pourquoi? Parce que il y a autre chose à découvrir, il y a autre chose à voir, il y a autre chose à apprendre des autres communautés. Partir donc, pour se former au nord comme chercheur de haut niveau, et puis revenir, et retrouver au sud le savoir des anciens, afin de le transmettre sans renier l'apport de la modernité. Est-ce un rêve? La géographie, science exacte, met le Vietnam au nord. La science économique, inexacte, en fait un pays du sud qui décolle à peine. Avec quel dynamisme cependant, quelle vitalité formidable! L'art traditionnel des marionnettes sur l'eau ne fait que mettre en scène avec grâce les pratiques ancestrales de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Il ne fait qu'imiter la gestuelle quotidienne d'un peuple qui, justement, sait si bien faire jouer la grâce et l'harmonie en toutes choses qu'on s'étonne en apprenant qu'il souffre lui aussi dans sa chair de certains des maux du sous-développement. Il y a des problèmes de malnutrition, pour être plus précis de sous-nutrition, qui concernent notamment les carences, en particulier les carences en vitamines et en minéraux. Donc on peut très bien voir des enfants apparemment en bonne santé, mais uniquement des dosages, par exemple des prélèvements sanguins, des dosages, des analyses permettront de voir qu'ils ont des carences, ou alors aussi des mesures par exemple de taille par rapport à leur âge permettront de définir que ces enfants-là n'ont pas grandi jusqu'à leur potentiel et donc présentent un retard de croissance. La sous-nutrition est un problème de dimension nationale au Vietnam. Elle contribue à freiner gravement notre développement. Il y a des carences en vitamine A et en minéraux qui entraînent des maladies. C'est l'une des grandes causes sur lesquelles nous allons porter tous nos efforts. Alors, la coopération entre la France et le Vietnam pour ces problèmes de malnutrition a démarré à partir de l'enquête nationale de 1995 qui avait montré donc, que l'anémie était très prévalente au Vietnam. Et il y a une demande de la part des Vietnamiens d'une expertise du problème et des solutions à pouvoir y amener. Il y a plusieurs stratégies. Alors, en ce qui concerne la carence en fer, nous allons travailler plus particulièrement, nous travaillons sur deux stratégies, une étant la supplémentation en fer et l'autre l'enrichissement en fer d'un aliment qui est consommé par l'ensemble de la population. Cet aliment, c'est le nuoc mam, sauce de poisson fermentée d'un usage populaire, constant et universel, du petit déjeuner au repas du soir. La fabrication du nuoc mam, que l'on produit partout, commence évidemment avec la pêche. À Duy Hoa, petite île de la baie de Hoi An, au centre du Vietnam, on fait sécher les petits poissons et on les met à macérer dans des cuves. Mais les fabriques modestes que l'on trouve dans les moindres villages utilisent aussi des gros poissons que l'on découpe en quartiers et dont le jus protéiné, après quelques jours, s'affine de bac en bac et aboutit à la sauce indispensable. Il y a aussi de grosses usines qui traitent le poisson dans de vastes réservoirs puis dans des jarres. Procédure un peu repoussante d'aspect et fort odorante mais subtile, car le nuoc mam, comme le vin, peut se bonifier avec le temps. Il en existe 6 catégories, du plus grossier, celui dont on hâte la maturation en faisant bouillir l'émulsion d'eau et de poisson, jusqu'au plus subtil et au plus cher qui réclame une décantation longue et des contrôles sévères. Puis on le met en bouteille dans un joli balai de mains et de sourires. L'usine de chaussures Freedom a été choisie par l'équipe franco-vietnamienne de nutritionnistes pour y conduire un programme de recherche ambitieux. Il s'agit de supplémenter en oligo-éléments destinés à combattre les carences un nuoc mam moyen, au prix accessible à tous. Ici, on ajoute ce nuoc mam spécial au petit déjeuner des ouvrières en âge de procréer. On le fait selon le principe scientifique rigoureux du double aveugle. Seul un lot de sauce sur 2 est enrichi. Plus tard, par une analyse de sang, on déterminera si les femmes dont la première grossesse se déroule sans problème sont bien celles qui ont bénéficié du lot dûment supplémenté. Notre but
est d'améliorer la santé des femmes dans chaque usine. La phase suivante consistera à étendre ce programme à toutes les travailleuses. Avant de commencer ce programme, nous l'avons longuement expliqué aux ouvrières. Elles en ont compris tout l'intérêt et ont manifesté leur soutien unanime. Après 6 mois, elles ont spontanément proposé de continuer cette expérience. On croit sur parole la charmante Madame Thuy. Mais il ne faut pas oublier non plus que la guerre, dont ils sortent à peine, a appris aux Vietnamiens les vertus de la discipline. Dans la cour de l'usine, 2 ouvriers occupent la pause du déjeuner à faire sur place une mini-période militaire, sans munitions, il est vrai. Mais la recherche scientifique peut prendre aussi d'autres formes. En ce qui concerne la supplémentation en fer, nous sommes en train de tester une nouvelle approche qui est la supplémentation préventive intermittente, dans ce cas hebdomadaire, de la femme en âge de procréer. Le but étant de faire en sorte que la femme en âge de procréer prenne l'habitude de prendre un comprimé de fer folate toutes les semaines pendant la période fertile, ce qui devrait lui permettre normalement d'affronter la grossesse sans avoir de problème de carence en fer ou d'anémie. Cette recherche pilote sur la femme enceinte se prolonge en programme concernant les nouveau-nés et les bébés. On les mesure, on les pèse, on surveille leur croissance et si besoin est, on la facilite avec d'autres suppléments. Il s'agit d'un projet de supplémentation en vitamines et en minéraux pour les enfants de 10 à 12 mois. On leur administre un supplément nutritionnel sous la forme de comprimés qu'on écrase dans une boisson sucrée. Ce programme est destiné aux nourrissons des villages. Les femmes qui ont été sélectionnées pour la conduite de ce projet sont toutes volontaires. Elles comptent parmi les plus éduquées du village. Il faut en effet un minimum d'instruction pour le réglage des doses chaque mois. Dans les dispensaires ruraux répandus partout, les jeunes femmes se pressent donc. Et leurs bambins, non sans protester un peu, profitent au mieux des chances que l'État leur donne. Au début, nous avons eu beaucoup de mal, car la mesure précise du taux en vitamines nécessite une prise de sang. Les mères de famille refusaient de faire piquer leur enfant. Maintenant, elles acceptent d'administrer le médicament à leur bébé. Bienfait de l'éducation. Le laborieux, l'industrieux Vietnam multiplie les projets en coopération, même lourds à mettre en œuvre, mais bénéficiant d'un réel consensus, afin que sa population, majoritairement pauvre, ne manque pas le prochain train du développement économique. En ce qui concerne maintenant le retard de croissance, il y a une action de transfert de technologie qui a défini un aliment de complément de l'allaitement maternel équilibré et qui devrait permettre donc de prévenir le retard de croissance chez les jeunes enfants. L'aliment de complément est préparé à travers des unités privées. Donc l'IRD et le GRET ont fourni l'appui technologique et l'appui scientifique à travers un transfert de technologie pour mettre en place ces unités. Les farines sont fabriquées elles-mêmes par des machines qui sont faites localement, avec des produits locaux. Sản phẩm bột dinh dưỡng trẻ em thì bao gồm các nguyên liệu ngũ cốc của địa phương, trong đó có gạo, đậu nành. L'aliment de supplément pour enfants est constitué principalement de soja et de céréales locales comme le riz. On y adjoint également des produits vitaminés et des minéraux, principalement le calcium et le fer. Les procédés technologiques permettent d'obtenir des farines de faible viscosité, donc de bonne digestibilité et de haute valeur énergétique. Et l'adjonction de vitamines et de minéraux en fin de cycle de préparation, fin de chaîne de préparation, permet donc d'avoir un produit d'excellente qualité
tout à fait comparable aux produits de grandes firmes que l'on peut retrouver sur le marché vietnamien, mais avec un avantage considérable, puisqu'il est vendu entre 2,5 et 3 fois moins cher que tous les produits importés, pour une qualité tout à fait équivalente. On prépare avec soin cette farine de sevrage 100% vietnamienne en veillant à coller sur les pots de belles étiquettes, de façon à rivaliser, même en look commercial, avec les produits occidentaux. D'ailleurs, le propriétaire de l'usine, M. Mi, a tout d'un patron de chez nous. Ce programme de lutte contre la malnutrition a été financé par l'État vietnamien avec une aide du GRET, le groupe de recherche et d'études technologiques français. J'ai payé de ma poche un quart de l'investissement. Nous sommes une entreprise privée et nous devons donc faire des bénéfices. Malgré tout, nous cherchons à fabriquer des produits à un prix raisonnable. Monsieur Mi possède aussi des hôtels et des restaurants. Mais il sait s'appuyer pour vendre ses farines sur les structures politiques qui permettent aux plus petits villages de monter des opérations de promotion originales. Les auxiliaires sont des personnes qui sont dans les villages environnants. L'usine vend à ces personnes-là le produit à un tarif de 8 000 dong, qu'elles-mêmes revendent aux mères de famille à 10 000 dong. Donc c'est avec ce bénéfice qu'elles pourront racheter après de nouveau de l'aliment de complément et continuer à le vendre. Maintenant, en contrepartie de la vente et de ce bénéfice qu'elles peuvent faire, elles sont tenues aussi de faire une éducation nutritionnelle au niveau de la mère à qui elles vendent le produit, c'est-à-dire d'une part la bonne utilisation de ce produit, mais aussi promulguer une bonne éducation et quelques recettes ménagères qui vont bénéficier à la bonne santé de l'enfant. N'est-ce pas là une excellente greffe du capitalisme sur le communisme? Faire des bénéfices, oui, mais en même temps de l'éducation populaire au niveau le plus basique, celui de la communauté villageoise. Ici, le style de la propagande politique est intelligemment mis au service d'une opération intitulée « Programme du repas raisonnable pour une famille ». C'est un concours et il y aura des prix. Au village de Binh Minh, près de Tam Kỳ, province de Quang Nam, un camion publicitaire fait la promotion des suppléments alimentaires pour nourrissons et enfants. Mais en matière de propagande réussie, rien n'aura atteint la qualité des spectacles montés à Tu Quoc, un village du district de Soc Son, province de Hanoï. Ici, ce sont des infirmières costumées qui font la promotion du fer folate. Elles jouent une scénette du docteur Kong, leur patron, qui les regarde avec attendrissement. Un peu plus loin, dans un dispensaire encore plus modeste, ce sont les paysans eux-mêmes qui jouent. Mademoiselle Vitamine A chante. À elle se joindront Mademoiselle Iode et Madame Fer. Toutes trois célébreront le mérite du fer folate. Nhưng đến nay, ngày toàn quốc cho trẻ em uống vitamin A. Une petite fille danse à son tour. C'est pour son bien que se donne la leçon. Le spectacle fini, les actrices bénévoles quittent en vitesse leurs beaux vêtements et repartent dans la rizière s'entraîner. Pas surprenant qu'avec un tel peuple, la coopération marche bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début des relations entre l'IRD et l'Institut national de nutrition, tout s'est fait sur une base de coopération tout à fait saine, c'est-à-dire que tous les programmes sont discutés ensemble, nous discutons les programmes ensemble, nous voyons les actions qui sont à définir, chacun a maintenant bien sûr ses connaissances et ses compétences pour la définition de ses projets, et après les protocoles de recherche sont écrits ensemble. C'est-à-dire que nous travaillons tout à fait depuis le début de la conception des projets jusqu'à leur fin, jusqu'à leur réalisation, en coopération complète. La recherche de financement se fait aussi entre les deux instituts.
Et il n'y a donc aucun problème, disons, aucune difficulté majeure de coopération entre les chercheurs vietnamiens et puis les chercheurs de l'IRD. Ces dernières années, nous avons reçu une aide technologique essentielle, notamment de la part des chercheurs français. Grâce à cette aide, nous avons amélioré le niveau technique de nos cadres, de sorte que nous sommes prêts dans l'avenir à envisager des programmes de développement plus complexes. Faut-il donc qu'un pays du Sud ait mené contre le Nord une guerre atroce et victorieuse pour pouvoir ensuite coopérer avec lui sans complexe d'infériorité d'un côté, sans condescendance de l'autre? Trop d'exemples de décolonisation ratée prouvent le contraire. Réfléchissons autrement. Au-delà de la cacophonie des langues, il y a autre chose à apprendre dans les cultures des autres, médicales ou pas. Une culture bafouée se rebelle et elle a raison, mais une culture communautaire fermée pourrit sur pied et se décompose. Alors le Sud est-il malade du Nord? Malade d'une infériorité imposée, il le fut surtout autrefois. Aujourd'hui, il lui arrive aussi d'être un peu malade de lui-même. Au terme de ce triple voyage, remisons les idées simples et essayons d'exploiter ensemble, sur cette planète petite et bientôt mondiale au plus mauvais sens, si nous n'y prenons garde, l'incroyable mine de la biodiversité qui est d'abord humaine.